Lorsque Didier Arafat avait 13 ans et qu'il vivait chez sa grand-mère à Yopougon Terminus 40, après nos différentes tournées nocturnes, nous venions et nous prions pratiquement de 5 heures à 6 heures du matin. Ces confidences exclusives sont de Landry Agban, qui mieux que notre invité du jour aura pratiqué Didier Arafat. Il était avec lui au quotidien. Il lui a appris les premiers pas dans le showbiz. Il nous dira même en substance, je lui ai appris à jouer à la batterie. Landry Agban, ce nom vous avez dû l'entendre plusieurs fois dans les chansons de Didier Arafat. Il va nous servir aujourd'hui des confidences exclusives sur la vie de ce garçon qui nous a quittés depuis le 12 août 2019. Landry, lorsqu'on préparait cette interview, tu m'as dit que c'est l'une des rares fois où je vais m'ouvrir comme jamais lors d'une interview. Mais lorsqu'on évoque le nom de Didier Arafat, qu'est-ce que cela suscite en toi? Arafat, c'est un petit frère à moi, déjà, que je ne vais jamais oublier, que je n'ai même pas encore accepté sa mort. Je n'arrive pas à l'oublier, je ne peux jamais l'oublier encore. Tout d'abord, je veux dire merci à sa mère et à sa grand-mère. C'est grâce aux deux personnes que Arafat est aujourd'hui était né. Sa maman, la grand-mère, a accouché sa mère et elle a enfanté Arafat. Et à cause d'Arafat, aujourd'hui, tout ce que tu vois, c'est Arafat. Voilà, moi, tout ça, c'est Arafat. Voilà, c'est un petit frère à moi. C'est vrai que là, quand tu parles de lui, c'est clair que ça te ramène beaucoup de souvenirs. Beaucoup de souvenirs. Tous ces souvenirs-là, on va revenir là-dessus. Ouais. Mais d'abord, on va s'intéresser à toi. Parce que tout de même, c'est vrai qu'on te connaît au travers des chansons de Didier Arafat, on te connaît par rapport à vos collaborations. Mais qui est Landry Agban? Landry Agban est un jeune qui est né à Pémy de Yopougon et qui habitait au Terminus 40, qui était voisin à la grand-mère d'Arafat. Et c'est là que j'ai connu mon ami, c'était le frère d'Arafat, l'oncle d'Arafat, il s'appelle Hervé. C'était lui mon ami. Et après Arafat, il est arrivé, après Blocos, il est arrivé, Papa Rompi l'a emmené avec sa mère, il l'a envoyé chez sa grand-mère. Et c'est comme ça que j'ai connu ce petit. Et il avait pour ami Olokwacha. Olokwacha, il habitait aussi dans le même quartier, mais il avait pour ami Olo. C'est lui qui jouait. On mettait même les pièces de 25, de 100 francs pour qu'il fasse des luttes, tout et tout. Arafat, c'était mon petit. On l'appelait Mougli au quartier parce qu'il ne portait pas de chaussures. Il n'aimait pas porter des chaussures, donc on l'appelait Mougli, voilà. Et après ça, j'ai vu le petit, quand on s'asseyait au maquis, il y a un petit, avant il y avait toujours des petits maquis du quartier, tout et tout. Il venait, il prenait le micro, il branchait des appareils, il faisait un peu des atalakou. Donc les grands frères du quartier disaient « Oh, il est midi, arrête de nous fatiguer, tes trucs. » tout ça. Mais j'ai vu un potentiel en lui. Donc je lui ai dit « Mon petit, ça va ?» Il dit « Ouais, grand frère, ça va, tout et tout. » Et après ça, je crois 2, 3, 4 mois après, je l'ai récupéré. Je lui ai dit « Écoute, tu as un bon potentiel. » Et vu que je connais un peu de monde dans des coins, tout et tout. C'est comme ça. Il y avait une boulangerie au quartier, quand on a, au Carrefour, pas Carrefour lycée municipal, Carrefour, il y a un autre Carrefour là, avant de trouver le petit toit ou Saint-Laurent. Il y avait une boulangerie. Sadriba? Non, pas Sadriba. Terminus 40. Okay. C'est-à-dire que tu trouves d'abord Carrefour camp militaire, après ça, petit toit rouge où il y a un truc, après tu trouves un autre carrefour. C'est là qu'il y avait un maquis, je ne sais pas comment ça s'appelait, c'était une boulangerie, mais ils ont transformé en maquis. Donc Arafat a commencé à faire des atalakou, je l'ai envoyé là-bas, il commençait à faire des atalakou là-bas, tout. Donc j'ai vu que le petit, il avait du potentiel. Après la guerre a surgi, tout. Et il y avait un maquis au camp militaire qu'on appelait la FIFA.
Au Carrefour, là, il y avait un maquis qu'on appelait la FIFA. Il y avait un DJ là qui, j'ai oublié son nom un peu, on dirait DJ Matrice, qui travaillait là-bas. Et j'ai pris le petit, je suis allé m'acheter des habits pour lui, tout et tout. Et on allait au maquis. Le coup fait s'est terminé à 19h, un truc comme ça. Et les gars ne voulaient pas le laisser jouer, tout et tout. Donc j'ai intervenu avec mes gars, tout et tout. Et c'est de là que il a fait un petit dent à la cour, ça a plu à Dr Vira, c'était son maquis en plus. Et il a commencé à bosser là-bas. Mais par contre, à la maison, quand mon père s'est séparé de ma mère, il venait voir tout le temps Maman Dandy à la maison. Il n'était plus à Yopougon, mon père il était à l'arrivée à Golfe, mais il venait tout le temps voir la grand-mère d'Arafat. Donc après, moi j'ai vécu un peu avec eux à la maison, tout et tout. Après ça, la grand-mère aimait prier tous les matins à 6h avant d'aller travailler au HR. Elle aimait prier tous les matins, donc il fallait qu'on soit là à 6h, 7h du matin, faire la prière avant qu'elle puisse partir. Donc j'étais tout le temps, je l'envoyais dans les coins, il partait, j'étais obligé de rester avec lui parce qu'il était petit. Il avait 13 ans, 14 ans, il finissait, après je rentrais avec lui, tout et tout. Donc c'est comme ça, c'est de là que c'est parti. Et... Excuse-moi, là c'est vrai, tu rentres dans le vif du sujet, ouais. Et le récit il est tellement intéressant, mais lorsque on parle d'Arafat, ou bien lorsque je te vois là, on t'a jamais dit qu'il y a une certaine ressemblance par rapport au faciès? Oui, mais tout le monde le dit, mais à force d'être avec quelqu'un, avec la personne depuis petit, après vous prenez... Justement, et puis les gestuels aussi, ces gestuels-là, c'est lui qui tient ça de toi ou c'est toi qui lui tiens de... c'est lui qui tient ça de moi, parce qu'à la fois c'est un enfant un peu timide. Vous avez vu sa chanson Jonathan, il était là, Jonathan, et tu vois, il était timide. Il venait... Bon, avant d'arriver à là, c'est que quand Arafat, avant d'aller à Paris, c'est Désiré Kouadio qui m'a appelé. Il m'a appelé. On va arriver à quand il vient en France. Ouais. Il va venir en France après Jonathan en 2003, 2004 certainement, ouais. Parce que Jonathan, je crois, est sorti fin 2003. Oui. Donc c'est en 2004 qu'il est venu. Ça, tu vas nous raconter cette partie. Donc toi, à la base, lorsque vous vous rencontriez, tu faisais quoi au fait? À la base, j'étais à l'INSAC. J'étais à l'INSAC au Beaux-Arts, là, à Cocody. Voilà, j'ai mon diplôme de musique, tout. Après, la gendarmerie m'a récupéré. Ils sont venus, ils m'ont récupéré. Vu que j'étais allé le solfège, tout. J'ai commencé à bosser à la gendarmerie. Il fallait faire le test, les concours, tout. Ben, j'étais déjà, comme c'est eux qui sont venus me chercher, mais pendant une guerre, tu ne vas pas jouer du caisse clair, tu ne vas pas lire le solfège. Donc, il fallait que je fasse une formation, tout ça. Et tout ça, je l'ai fait. Et après, il y a eu un appartement là-bas. J'étais là-bas, tout. Après, le petit, je le suivais toujours, tout. Il venait. Toi, tu es rentré à la gendarmerie à Agba en quelle année? En 99. En 99. Ouais. Et ta rencontre avec Arafat, elle se fait en quelle année? Depuis tout petit, hein. Avant que je rentre même, là, je le voyais, c'était mon petit. Ok. Voilà. Donc toi, quand tu étais à Yopougon, de Yopougon, tu partais à l'INSAC. De l'INSAC, tu as commencé à bosser avec l'orchestre de la gendarmerie. Du coup, tu étais à Agban. Ouais. Mais Arafat, lui, était toujours au quartier et vous étiez en contact. Ouais, on était en contact. Jusqu'à ce qu'en 2003, justement, ils sortent maintenant Jonathan. Ouais, Jonathan. Ses premiers pas en studio, est-ce que toi, tu as suivi ça? Ses premiers pas en studio, j'étais en mission à Yamoussoukro. J'étais en mission à Yamoussoukro, mais il me l'a dit. Voilà, j'étais en mission avec lui à Yamoussoukro. Il y avait, comment il s'appelle là? TV3 même était là, ses premiers pas en studio, tout. Et bon, voilà. Il était tout le temps avec moi, il jouissait de moi, il venait tout le temps. Et voilà. Après, Désiré Kouadio, quand il m'a appelé, j'ai donné le numéro d'Oscar, vu que j'étais en mission, et puis il aimait la moto. Et Oscar lui a passé le téléphone, tout. Après, on fait les papiers, suivi les démarches, tout. Après, il est reparti à Paris. Et après, il a rencontré la mère de la Chouana à Paris, tout. Désiré Kouadio même avait son passeport. Arafat n'est plus revenu, tout. Ça a créé des trucs. Après, Aurélie est enceinte. Quand ils l'ont rapatrié, je suis allé le chercher, tout. Quand je l'ai récupéré, je l'ai pris. Il est resté un mois un peu à Agba. Après, il est allé comment on appelle dans le quartier, là, à Cocody, là, chez son père. Il est allé là-bas, tout.
Et de là, il a dit, ah, grand frère, moi, j'ai fait un son là, depuis Paris, on dansait avec les Camus, tout ça, Mango, tout. Il a dit, ah bon, il a dit, bébé Philippe, tout, il n'y avait pas de sous, il a remis l'ordinateur à bébé Philippe en garantie, et on a fait le Mango. Mais le Mango, quand on a fait, c'est DJ Mystique qui a chanté, El Marabillo Show, c'est lui qui a chanté. Et après, on a écouté tout. Après, il a dit, bon, c'est un autre DJ de Bordeaux, tout. Et après, j'ai récupéré des Bordeaux au Toit Rouge, je travaillais dans les maquis, et des Bordeaux, il est arrivé. Et des Bordeaux a fait bis, soli, sola. Après, c'était bien. Et on a sorti le morceau. Et quand on a sorti, c'est de là que tout est parti. C'est de là que tout est parti. Ça a commencé à mousser, tout. Il a dit, ah ben, des Bordeaux, c'est mon pote, tout. Lui qui travaille au maquis, tout. Il faut qu'il vienne rester avec moi. On va faire les tournées, on va faire des trucs. Et c'est comme ça qu'on a commencé. J'ai commencé à tourner avec Didier. Voilà, mon service aussi, il y a des missions souvent, tout. Donc, on a commencé à tourner. Voilà, après, il est arrivé par rapport à Jagen, tout. Et c'est comme ça, hein, on a commencé à bosser. Pendant ce temps, Olo, lui, travaillait dans un maquis, dans une boîte, un bar qu'on appelle La Fleur. Donc on l'appelle, il réserve les places, on vient, tout. Bon, c'était l'ami du quartier, mais après, c'est rentré dans un truc professionnel, donc il ne pouvait pas suivre. Voilà, ils n'étaient pas là, et voilà. Il y avait Bakary le mécanicien. J'aimerais qu'un jour, quand tu pars à Abidjan, tu fais l'interview à Bakary. Il y avait Bakary, il y avait moi, il y avait Elie le motard, il y avait Didier, il y avait des Bordeaux. Terminé. À part ça, voilà. Après, il est arrivé au dernier, il n'est pas arrivé au dernier moment, mais il est arrivé au bon moment. Et, comme c'était un grand frère du quartier, et on a commencé à bosser ensemble. Voilà. Et déjà, la première maison de Didier, c'était à la 7e tranche. Voilà, on était là-bas. Moi, je ne vivais pas avec lui parce que j'étais chez moi à Agman. Donc, il était là-bas. Après, voilà, il y avait encore. Après ça, il allait à la Palmeraie. Trouver une autre maison à la Palmeraie. La dernière maison où il est décédé, c'est moi qui ai pris la maison. Parce que Didier, quand il venait, il quittait à Paris, il était à l'hôtel. J'ai trouvé que payer hôtel d'Iboka, j'ai fait la pub, je ne sais pas si je fais la pub. Ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Et c'est là-bas qu'il était. Il payait 35 000 par jour. Souvent, ça montait, ça descendait. J'ai trouvé ça normal. Voilà, donc j'ai trouvé une maison et j'ai mis la Didier là-dedans. Il payait, avant c'était 250 000, après c'est monté à 300, après c'est monté à 400. On a même fait un buzz dessus pour dire que Didier Arafat a acheté une villa, si vous vous rappelez. Voilà, et c'est de là que tout est parti, on a commencé à tourner. C'est clair que on va beaucoup parler de Didier Arafat lors de cette interview, Ouais. mais on n'oublie pas que tu sors de maladie. Tu souffrais de quoi? Depuis 2 ans, je dis 3 ans, après les funérailles de Didier Arafat, j'ai commencé à ne plus bien me sentir. Je pensais que c'était l'ulcère. Donc tout mon entourage même pensait que c'était... J'expliquais, je disais que j'ai mal au ventre, j'arrive pas à trop bien manger, tout. Mais c'est en décembre, là, en novembre, fin novembre, j'ai commencé à devenir pâle, tout. Je suis allé à l'hôpital français. Et ils m'ont fait des radios, tout, ils m'ont fait IRM, ils ont vu un truc, ils m'ont dit qu'ils doivent m'opérer là maintenant. Ça coûtait, je crois, 3 millions et quelques. Voilà, et j'ai dit, bon, ok, donc j'avais pas de force. Hein. J'avais pas de force, j'avais mes papiers quand j'arrive à Abidjan, je dépose chez ma mère. Donc j'étais allé chez ma mère avant d'aller à l'hôpital français, j'ai récupéré tous mes documents, et je suis allé à l'hôpital, et ils m'ont fait tout. Et arrivé là, ils m'ont fait la radio d'abord. Ils ont approfondi la radio. Après, ils ont fait mes IRM, j'ai vu tout. Ils m'ont dit, monsieur, il y a un truc que vous avez un truc, il faut qu'on vous opère, sinon vous allez perdre la vie. Vous n'avez pas une semaine à vivre. J'ai dit, ah bon? Il dit, ah, j'étais devenu, là j'ai beaucoup changé, j'ai repris ma forme, tout. Je leur ai dit, bon ok, là j'ai pas assez d'argent, j'étais allé à 1,3 million, c'est un truc comme ça. Mais ça, et après je vais me faire rembourser en France ici. Donc ils m'ont dit, vous allez vous faire rembourser, tout. Déjà la consultation 44 000, la radio 87 000, voilà, tout. Et après IRM ça m'a coûté 400 et quelques mille, tout. Après, quand ils m'ont dit, je leur ai dit, bon, j'ai pas de force.
il faut que j'aille à la banque pour aller retirer les sous. Parce que je suis à NTA, ma banque c'est NTA Bank. Je lui ai dit, bon, il faut que j'aille retirer les sous pour revenir, pour que je puisse... là, j'ai pas. Là, ce que j'avais, c'était 600, 700 000 francs sur moi. Ils m'ont dit, ok, ben, j'ai pas de force. Donc, j'ai payé 15 800. Ils m'ont mis un sérum pour me le remonter. Il était quelle heure? Je pense qu'il était midi 13h. Je suis sorti de là à 15h. Quand je suis monté dans ma voiture, j'ai fait direct à l'aéroport. J'ai acheté mon billet m'a coûté 460 000, 500 000, aller simple. Et j'ai sauté dans l'avion. Voilà. J'ai sauté vite fait dans l'avion. C'est dans l'avion que après j'ai plus rien vu. Après je me suis retrouvé à l'hôpital ici. C'est Alain Guédé qui était... Parce qu'avant d'arriver, j'appelais Alain Guédé. J'ai appelé mon frère Freddy étranger. Et mon frère Mélès Pacom qui est à Nantes. Je l'avais prévenu, ils avaient déjà tout préparé. Alain Guédé, c'est lui qui est venu me chercher à l'aéroport, tout et tout. Ben bon, quand j'étais à l'aéroport, déjà, il était là. J'étais tellement faible. Voilà, après, voilà, je me suis retrouvé à l'hôpital. Ils ont fait l'opération. Après, tout s'est bien passé. Après, je suis rentré chez moi à domicile. Mais on a eu dit que tu as dit que tu as été empoisonné. Tu confirmes cette thèse? Ouais, ben c'est un poison. Tu sais qui t'en veut? Je sais. Bon, je ne peux pas dire que je sais. Mais par contre, je vois l'image d'une seule personne qui peut m'empoisonner. C'est qui? Ça sera dit peut-être dans notre interview. Non, mais là, tu nous as confié que tu as fait une interview sans langue de bois. C'est l'occasion. Ouais, mais je pense que les c'est tellement grave, faut que... Voilà, mais les interviews, tu n'es... Non, mais si aujourd'hui, tu te dis que non, c'est la personne que toi, tu as en tête, et que c'est cette personne, bah, dis-nous. Non, je veux vous le dire. Pourquoi est-ce que la personne pourrait t'en vouloir? Ben, il y avait trop de trucs dans le truc de Didier. Déjà, on m'a mis président de l'aérogang, ça a créé beaucoup de choses. Je vous dis, hein, Didier, on n'est pas sortis ensemble, c'est pas mon petit frère de sang. Voilà, mais je l'ai pris comme un petit frère de sang. Et lui aussi m'a pris comme un grand frère de sang. Parce que j'ai fait tellement beaucoup pour lui. Et souvent, il le disait à ses propres amis, il dit, ah, mais écoutez, moi je quitte en France, j'arrive à Abidjan, Didier il a sa villa que j'ai pris moi-même, il a sa villa, mais quand je suis dans ma résidence, mais Didier vient dormir avec moi dans ma résidence. Il reste avec moi dans ma résidence, il ne veut pas rentrer à la maison, il est tellement attaché à moi. Ouais, et il y avait beaucoup de jalousie, Souvent, il y a des managers qui trouvaient des contrats comme pour aller au Burkina, pour aller je ne sais pas où. Mais Didier dit, tant que mon frère n'est pas là, je ne bouge pas. Les promoteurs étaient obligés de payer mon billet pour que je puisse aller. Tout. Souvent, je lui disais, mais vas-y, je n'ai pas besoin d'être là. Non, je ne veux pas, je sais ça, je ne veux pas, tu vois. Voilà, et c'était ça. Didier, il vient chanter. Souvent, il venait, je l'envoyais à Toulouse. Alain Guédé organisait le truc, il venait à Toulouse chanter. Mais Alain Guédé lui achète lui prend un hôtel. Et surtout, il ne dort pas, il vient dormir à la maison. Il préfère dormir à la maison, même dans le canapé, il préfère rester là à la maison. Voilà. C'est mon bijou. Mais tout ça n'explique pas le fait que quelqu'un puisse t'en vouloir au point de vouloir... Ah, il y avait trop de jalousie. Tu peux pas Surtout que le Arafat, pour lequel on pourrait t'en vouloir, n'est plus de ce monde. Pourquoi est-ce que toi, on voudrait t'ôter de là? Mais même président de l'aérogan, tout le monde voit l'argent devant. Tout le monde. Moi, depuis Didier, il est tombé, dès qu'il est tombé, moi j'ai arrêté showbiz. J'ai arrêté direct. Parce que je ne vois pas qui Didier, c'est le sommet. Dans le coupé décalé. Il n'y a personne. Donc je sais quoi encore. Donc j'ai fait ma formation d'architecture, tout. J'ai fait des trucs. Bah, ça on l'entend bien. Hein. Voilà. Je suis bien d'accord avec cette reconversion. Voilà. Je suis bien d'accord avec toi que tu veuilles laisser le showbiz parce que votre élément, on va dire, dénominateur commun qui était Didier Arafat n'est plus de ce monde. Oui. Mais pourquoi est-ce que quelqu'un en voudrait à Landry Agba? Pourquoi? Mais vous savez, Didier, l'aérogang, c'est une grosse structure. Et être au devant de l'aérogang, les gens vont penser à beaucoup de sous. Parce qu'il y aura des festivals, il y aura des trucs, il y a plein d'argent qui vont entrer, voilà. Donc, et ils ont vu ça comme ça. Didier, il est mort, il n'y avait rien. Didier, il vivait le jour le jour. Ça, je vous le dis. Didier, tu lui donnes 100 millions tout de suite, il va payer voiture 100 millions. Voilà. Il vivait le jour le jour. Quand on lui fait un virement de 80 millions, 60 millions dans son compte, il est devant la banque. Il a son sac à dos, il ramasse tout, il va laisser peut-être 1 million dedans et puis allez, basta, il s'achète une autre voiture et il vivait le jour le jour. On dirait qu'il savait.
Ça, c'est des confidences que tu nous fais, justement. Ouais, oui. C'est clair que son héritage a toujours posé débat. Oui. Tu veux dire que là, Arafat n'a rien laissé? Il a un terrain à Sini. Il a un terrain à Sini. Comment on appelle ça? Il avait commencé à payer la maison là, où il vivait, tout et tout. Cette maison, justement, elle appartenait à qui? Ouais, c'est un monsieur. Voilà, c'est un monsieur. La maison était un monsieur. Et ça lui appartenait. Et voilà, après, à force de payer, Didier a voulu acheter la maison. Donc, et il avait avancé combien? il a avancé, je crois, je ne sais pas combien, 17 millions, un truc comme ça. Après, il ne payait plus le loyer, ça déduisait dedans. Après, il a réfléchi, il a dit, bon, je ne veux plus cette maison, je veux me construire. Parce que Serge Beno a acheté une maison, il m'a appelé, tu as vu Serge Beno, il a acheté une maison, voilà, tout ça, je ne veux plus cette maison, moi aussi je veux une grosse villa que Serge Beno, tout. Donc, je ne sais pas comment il s'est arrangé, ça, je ne sais pas comment il s'est arrangé avec le propriétaire. Et après, bon, voilà. Tu sais, le débat autour de l'entourage de Didier Arafat, Ouais. c'est de savoir que ce garçon-là qui était, toi, c'est comme ton fils pratiquement, Ouais, c'est mais mon de fils. savoir ce garçon, il pouvait prendre, dilapider 10 millions, 20 millions, 50 millions, c'est dire que vous, qui étiez autour de lui, vous n'aviez aucun impact sur sa personne? Non, c'est pas qu'on avait coupé le pain. Moi, j'ai laissé Didier en 2011. Après, quand la guerre a commencé, je suis rentré en France, j'ai laissé Didier. Mais je regrette aujourd'hui. Pourquoi je l'ai laissé comme ça? Parce que derrière, il n'y a pas eu de suivi. Parce que de 2007, 8, 9, 10, Didier, il était comme ça. Et Didier, il était comme ça. Il n'y a pas eu de suivi. Après, Didier, il a déraillé. Oui, mais toi, il t'écoutait, il t'appelait tout le temps, vous étiez en contact. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune organisation au point où, parce que ce qui a permis à Beno, c'est vrai que là tu parlais de ça, Oui. mais ce qui a permis à Beno de pouvoir se payer une maison, c'est l'organisation. Cette organisation, vous n'avez pas pu mettre ça en place pour ces garçons-là? J'ai tout mis en place. Avant de quitter la Côte d'Ivoire, j'ai fait des bureaux pour Didier à la Palmeraie. Même comme les bureaux de Mola. Je l'ai fait à la Palmeraie. J'ai mis un bureau secrétaire, tout le monde. J'ai fait le studio d'enregistrement. Tout, c'était à la Palmeraie. Les gens, ils peuvent témoigner. Avant de laisser Didier pour venir en France. Il a dit, tu suis ça bien, tu fais les trucs bien. Mais derrière moi, voilà, vivre le téléphone avec les gens qui sont au quotidien avec lui, c'est pas pareil. Déjà, c'est un artiste qui était un peu têtu. Voilà. Mais avec moi, non. Quand il est en France, vous me voyez, quand il venait en France ici, il respectait ses dates. Donc là, ceux que tu accuses, c'est qui? On va dire, c'est ceux qui étaient ses managers. On sait qu'au dernier moment, il n'était plus avec Youyou, mais c'est Youyou qui gérait sa carrière pendant de nombreuses années en tant que manager. C'était la bagarre là, tu es en tout train le de... temps. Qu'est-ce qui ne matchait pas entre les deux? Mais entre Youyou et lui, ça se passait bien, mais après, c'était... non, Youyou, il me vole, Youyou, il fait comme ça, Youyou, il est comme là, tu ça. confirmes que Youyou le volait? Ben bon, ça, je sais pas. Ça, c'est l'artiste qui disait. Et même, il a même fait des vidéos pour dire, voilà, ça existe sur les trucs. Youyou, il me fait comme ça, Youyou, il me fait comme ça, voilà. Voilà pourquoi Habib est rentré. Sinon, Habib ne serait pas rentré comme manager de Didier. Habib, c'est un petit frère. C'est un petit frère qui tournait avec Didier par rapport à une fille qui a présenté une telle fille à... Quelle fille? Je crois Alexa Vodi, un truc comme ça. C'était le petit d'Alexa Vodi. Et voilà, elle est mariée aujourd'hui, je respecte son couple, son mari. Et son mari même, c'est un grand frère à moi, tout. Voilà, c'est comme ça. Et après, Didier s'est senti seul, il n'y a pas de manager, il faisait pas là avec son manager tout le temps. Donc, voilà, il a préféré prendre Habib, le former. C'est lui-même qui a mis Habib un peu dans le mouvement. Et Habib, je le félicite parce qu'il a su assurer. Voilà, et voilà. Il y a eu plein de choses. Didier, c'est un film. Si on veut commencer, maintenant on a commencé, on va toujours parler. Mais on est dans le film. Quels sont les rebondissements justement de ce film dans lequel vous étiez les vrais acteurs? Quels sont les rebondissements? Déjà, je vais expliquer. Les vrais membres de la Yorogang, il y avait moi, il y avait Bakary, il y avait Elie le Mota, il y avait Oscar le Motard, avant que tout le reste arrive. Olo, c'est un ami d'enfance de Didier.
Ça, on ne peut pas discuter. C'est un ami d'enfance, ils ont joué au billes ensemble, tout. Après, lui aussi, c'est cherché, il travaillait dans les bars, la fleur, tout. Mais c'est quand j'ai repris la maison, là où il est décédé, là, qu'après, Olo est venu vivre avec lui parce qu'il avait besoin de son frère sang à la maison. Donc, voilà, c'est là, dans ça, Olo est venu vivre avec lui, et voilà. Cette histoire de Yorogan, tout à l'heure, tu as dit oui, tu vas en parler, mais au final, on a l'impression que c'est une coquille vide, non? On ne peut pas dire que c'est une coquille vide. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Parce qu'on ne voit rien de concret que vous faites. C'est juste de brandir le nom Yorogan, c'est tout. Avant, ce n'était pas une coquille vide. Oui, parce que Didier Arafat était là. Si et il lui donnait du contenu. j'étais là, si moi, Landry, les gars m'avaient laissé travailler tranquillement, on ne serait pas là à ce niveau.